Notre prochain intervenant. J'aimerais vous remarquer une chose, c'est que je me suis payé la gueule de aucun de mes intervenants. Est-ce que vous avez remarqué ça? OK? Même pas François Lemay, mais lui, il l'a fait sur scène. Vous comprenez? Mais moi, je pourrais faire des trucs comme ça. Mais je choisis d'être une plus grande personne. OK? Je choisis juste de... Je dis ça parce que maintenant, David Lefrançois s'est développé une réputation maintenant internationale de parfois tenter sa chance. Donc, je ne sais pas ce qu'il a préparé parce que je lui donne toujours livre blanc lorsqu'il vient sur ma scène. Mais une chose est certaine, je ne vais pas m'étendre sur la présentation de David Lefrançois. Je l'ai rencontré il y a 5 ans à la première édition de l'Académie Zéro Limite. Depuis ce temps-là, c'est une année de générosité, par-dessus une année de générosité, par-dessus une année de générosité, par-dessus une année de générosité, mais de fraternité, de camaraderie, de rire, de fou rire, de collaboration. Bref, je vous demande d'accueillir sous un tonnerre d'applaudissements mon frère David Lefrançois. Hey! Salut Paris! Wouh! Là, 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 là! Fais comme si je suis pas là, c'est OK. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, je vous présente Martin Latulippe. Tu pourrais le dire en québécois maintenant? Ah, c'est juste extraordinaire, c'est un être de cœur. Il s'appelle Martin Latulippe, Pleu? T'as ajouté un L à la fin de mon nom. David Lefrançois, mesdames et messieurs! Oh! Pardon? C'est pas moi qui le dis. Honnêtement, levez la main, ceux qui pensent vraiment que Martin est jaloux de mon accent, levez la main. Est-ce que tu aimerais leur raconter comment tu as débuté ton année janvier 2017? ou moi, je le raconte? Non, mais écoute, tu peux le raconter, j'assume complètement. Donc, en sol parisien, levez la main ceux qui pensent que David Lefrançois, on va le laisser s'exécuter, a un très bon accent québécois. Fais-le. Non, mais fais-le, on est en sol parisien. Fais-le. À côté, ben... Non, mais ça met la pression tout de suite, là. Ah, voilà, non, voilà. Je me centre, là. Je fais de la pleine conscience. Je pète de la broue, je... On dirait que je suis comme un saumon qui... C'est juste extraordinaire. Donc excellent accent québécois, main levée. Merci. Et objectif. Oui, exactement. Donc, on doit dire qu'ils ont une très grande expertise en accent québécois. Donc, au Québec, il a fait la même chose. J'ai dit, fais ton accent québécois, et j'ai dit, levez la main. Non, il a dit, à main levée, levez la main, ceux qui pensent que j'ai un bon accent québécois. David, sur une salle de 225, combien de personnes avaient levé la main? Une. Oui. David Lefrançois, mesdames et messieurs! Oh! Et il faut des moments de solitude dans la vie, sinon on s'améliore jamais. Maintenant, je suis sûr d'une chose. Je suis sûr que la veille ou l'avant-veille, il a dit demain, il y a le François qui va venir. Alors je vous explique. Il va vous demander s'il a fait pareil. Martin, t'es mis à jour. Alors, comme Martin vous le dit, ça fait 5 ans que je viens ici et j'essaie à chaque fois d'apporter de la nouveauté dans mes conférences parce que je me dis que je le dois à Martin. Donc, je vais démarrer par des choses nouvelles. On va commencer par des concepts nouveaux que vous n'avez jamais entendus. Dans la vie, chaque jour, vous devez porter une action inspirante et imparfaite. Quoi? Ok, je vais tenter autre chose. Ok, vous savez que dans la vie, tout change. Et qu'il y a un moment aussi dans la vie, tu sens que c'est le moment quand ça fait... Mais je l'ai pas assez travaillé, Daniel. T'es où, Daniel? Je t'ai pas encore assez malaxé.
Bon, en tout cas, c'est vrai que tout change. Vous avez remarqué qu'on vit vraiment dans un monde de changement. Et même si François est un grand représentant du changement, et surtout de cette façon d'accueillir le changement, je crois qu'on n'est pas assez préparé au changement. Et regardez dans notre pays. En 2014, il y a un type qui était secrétaire pour le Premier ministre, pour le président de la République, et puis qui lui dit, écoute, tu sais, moi, au niveau de l'économie, ça se passe pas très très bien parce que j'ai juste le type qui a dit des trucs qu'il n'aurait pas dû dire. Est-ce que tu veux devenir ministre de l'économie? Bon allez, vas-y, banco, j'y vais. Il fait 2 ans avec François, il s'aperçoit que François est dans une vague qu'on appelle une vague de lose. C'est-à-dire que si tu surfes avec lui, tu es sûr que tu vas prendre la tasse. Donc le gars, il dit, bon, alors voilà ce que je vais faire. Et je vais créer un nouveau parti qui s'appelle En Marche, parce qu'en ce moment, rien ne bouge. Donc il faut vraiment qu'on avance, quoi qu'il arrive. Est-ce que vous vous rendez compte que ce mec-là, il a créé un parti en 2016, en 2017, il est président de la France. Non mais, regardez les standards. Regardez les standards. Et heureusement qu'il est là, parce que sinon, je pense qu'on aurait eu tous de Le Pen. Mais vraiment, on aurait souffert quelque part. Mais regardez juste le truc. Combien tout change. Hier, à Roland-Garros, une jeune demoiselle de 20 ans qui s'est attaquée sérieusement au tennis il y a juste 5 ans, joue son premier tournoi du Grand Chelem et le gagne. Alors, juste un truc au passage, pour ceux qui ont écouté l'une de mes conférences chez Martin, si vous avez raté ma conférence de chez Martin il y a de ça 2 ans, d'abord vous avez raté une partie de votre vie, mais c'est pas grave, il n'est jamais trop tard, mais à l'époque je vous parlais d'un centre qui s'appelle Spartak. Spartak, c'est une énigme internationale et je veux juste que vous compreniez que tout change, mais tout ne change pas par hasard. On a un milliardaire qui est devenu président du pays le plus puissant du monde, pareil, en 2 ans, avec pendant 2 ans des personnes qui se sont assémées en permanence. C'est quoi ton programme? Je vais redonner le pouvoir et la grandeur aux United States of America. Grâce à mon ami Martin Latulippe. Mais bon, ils ont coupé la fin. C'est dommage. Moi, je savais, j'étais là, j'étais présent. OK? Le monde change. Mais vous savez ce qui a changé? Ce qui était dingue, c'est de voir que moi, depuis que je suis tout petit, dans mon pays, on va à droite, on va à gauche. Parfois, en fait, 2 pas à droite, 2 pas à gauche. Mais nos gouvernements, ça a toujours été ça. Et puis, de temps en temps, on faisait un truc génial qu'on appelait l'alternance. Et là, il y a un mec qui débarque, comme Donald Trump, et qui va utiliser exactement la même chose que vous êtes en train d'apprendre ici. La dimension stratégique et comment se faire connaître dans une industrie de communication illimitée qui s'appelle le web. La force de Donald Trump, la force de Macron, c'était quoi? C'était cette capacité à utiliser les réseaux sociaux, le web, avec une excellence comme jamais. Est-ce que vous savez que les équipes des autres candidats ont passé 80% de leur temps sur le terrain? Les équipes de Macron ont passé 90% de leur temps derrière des ordinateurs. Le monde change, mes chouchous. Ouais. La question, c'est est-ce que nous changeons? Je parlais de Spartak. Comment une gamine qui, au départ, fait de la danse de salon, avec un père qui est footballeur, et qui un jour va dire bah, « Tiens, je ferais bien du tennis parce que j'ai une copine qui fait du tennis ». Elle a 14 ans quand elle dit ça, et elle fait du tennis avec sa copine dans son collège. Et puis elle aime bien. Puis il y a son père qui va dire « Écoute, tu fais un choix. OK ?» Ostapenko, elle a gagné Roland-Garros. Et il lui a dit « Tu fais un choix. Ou tu t'engages et tu deviens la meilleure du monde, ou tu fais des études. » Oh, je ferais bien un petit peu de tennis, moi aussi. Allez, hop. Elle est partie faire du tennis. Par contre, lui aussi, il a dit, attention, ils habitent la Lettonie. Il faut que tu partes à côté de Moscou, il y a un centre qui s'appelle Spartak. J'ai eu la chance et le privilège de me faire passer pour un journaliste un jour. Quand j'étais en Russie, je donnais une conférence pour FedEx en Russie. Et j'avais quelques jours devant moi, et j'ai supplié un ami de la Fédération française de tennis de m'ouvrir les portes de Spartak. Spartak, pour ceux qui ne connaissent pas, dans l'univers du tennis, c'est la référence mondiale du centre de formation. Tous les joueurs russes qui ont été classés dans l'ATP sont tous passés dans Spartak.
tous, sans aucune exception. Et ça date depuis Ivan Lendl. D'accord ? Toutes les grandes figures, les Kournikova, les Sharapova, tout ce qui finit par va, ils sont tous passés là-dedans. OK ? Et ce qui est intéressant, c'est que donc moi je me fais passer pour un journaliste et j'ai un copain qui me dit écoute, je t'ai ouvert une fenêtre de tir, vas-y demain matin. Donc je vais à Spartak, je vais voir mon taxi, le mec il m'emmène, c'est dans la périphérie de Moscou, dans un endroit perdu, et à un moment on arrive devant un centre, un truc. Quand je vous dis pourri, ça me rappelait les cours que j'avais sur le développement de l'économie de l'Est avec les kolkhozes et les sovkhozes pour ceux qui ont eu des cours à l'école. Vous vous rappelez ça ou pas ? Chaque fois que tu imaginais ça, tu imaginais le truc avec des espèces de béton pourri. Et là, j'arrive et je dis au taxi, les gars, ça peut pas être ça, Spartak. Spartak, c'est un grand centre de tennis. Il me dit, si, c'est Spartak. Alors, il me regarde, il me dit, c'est Spartak, et toi, tu vois Spartak, mais écrit en russe. Je ne sais pas si je suis à Spartak ou si je suis dans un repère de malfaiteurs mafieux. Et puis, il y a une personne qui vient m'accueillir, très jolie dame au passage. En Russie, elles sont physiquement intelligentes. Bah quoi ? Ils ont ça et Poutine. Donc au moins ils ont un truc. Et puis donc, elle me présente ce Spartak. Et là, j'ai de la chance parce que j'arrive le matin, il est 10h30, et je suis au cœur de l'entraînement des jeunes joueuses. Et ce qui est intéressant, c'est que ces jeunes joueuses, vous savez comment elles jouent ? Sans raquette. Sans balle. Il y a 2 cours de tennis, il y a 10 nanas sur cette partie du cours, 10 nanas sur cette partie du cours-là, et ici, 2 anciennes joueuses internationales payées par Spartak. Et les 2 joueuses internationales, elles renvoient la balle toute la matinée. Des machines. Vous savez ce que font les gamines ? Elles observent, elles font le même geste. Ça, c'est l'entrée de classe. Pendant 6 mois à Spartak, tu ne touches pas une raquette de tennis. Quand bien même tu as été champion de Russie, de Lettonie, d'Ukraine, de tennis, quand tu rentres à Spartak, tu n'as plus aucune raquette de tennis. Vous savez pourquoi ? Parce que Spartak, un jour, ils ont découvert qu'il y avait une méthode pour apprendre le violon qui s'appelle la méthode Suzuki. Et la méthode Suzuki, c'est la meilleure méthode d'apprentissage au monde pour apprendre à faire du violon. C'est la meilleure parce que c'est la plus rapide. On dit que le violon est un des instruments les plus difficiles à maîtriser au monde. Et toutes les personnes qui font la méthode Suzuki apprennent jusqu'à 7 fois plus vite que la plupart des autres personnes. Et c'est pareil, quand on utilise la méthode Suzuki, qu'est-ce qu'on fait pendant 7 mois ? 7 mois. On prend le violon et on fait un geste imaginaire. Et le prof, il va te dire, quand tu as cette note, tu descends. Quand tu as cette note, tu montes. Quand tu as cette note, tu descends. Voilà. Et pendant 7 mois, il mime le geste parfait. Jusqu'à ce que ça soit engrammé. Ils vont engrammer 2 choses. Non seulement le geste, mais le son qu'ils entendent qui vont avec. Et curieusement, quand tu fais ça, tu génères une activation neurosensorielle qui active 4 parties de ton cerveau plutôt que 2. Dans toutes les stratégies d'apprentissage telles que nous le connaissons, telles que la plupart des méthodologies de psychologie qui existent encore aujourd'hui, ont abordé, on stimule le cerveau gauche, le cerveau droit, mais très rarement, très rarement le cerveau médian et encore plus rarement le cervelet. Sauf que toutes les recherches en neurosciences nous montrent une chose, c'est que dès qu'on veut mettre en place un véritable changement profond, efficace, puissant, rapide, et que le cerveau le considère comme naturel, il faut activer ces 4 zones du cerveau de façon systématique et instantanée. Parce que si une seule partie de ce cerveau-là n'est pas engagée, ça génère quelque chose qui s'appelle la résistance. Dès qu'il y a création de la résistance dans le cerveau, il va y avoir la création d'une autre fonction psychologique qui s'appelle la volonté. Vous avez remarqué que c'est très difficile de tenir la volonté sur la durée ? C'est très complexe. En tout cas, ça marchait pour les générations antérieures, mais pour la nôtre, pour ma génération, celle entre 20 et 32 ans, notre génération est mytho aussi. En tout cas, dans cette génération-là, on s'aperçoit que la volonté, ça tient difficilement dans le temps. Okay ? Et c'est la raison pour laquelle on s'engage de plus en plus à vouloir se réaliser, à vouloir atteindre des objectifs, mais il n'y a pas de concrétude derrière. La concrétude, elle vient de l'harmonie. L'harmonie de quoi ? De ces 4 dimensions du cerveau. Cerveau gauche,
cerveau droit, cerveau médian et cervelet. Le cerveau gauche, c'est celui qui séquence, qui analyse, qui programme. C'est la partie de votre cerveau qui dit « Ok les gars, je veux monter dans un an un infoproduit avec en salle des avantages, des choses, des conférences, des conférenciers. » Ça, c'est le cerveau gauche qui organise et qui structure. Le cerveau droit, lui, c'est le créatif. C'est lui qui va avoir l'idée peut-être d'harmoniser avec de la musique, de choisir des intervenants qui sont complètement différents. Le cerveau médian, il va avoir deux fonctions. Une fonction qui est la base du lobe préfrontal, qui va être tout ce qui va être la notion de conscience, et la connexion avec la dimension émotionnelle. Conscience émotionnelle. C'est le travail du lobe préfrontal. Et puis le cervelet, c'est la sensation, c'est le mouvement, c'est les stimuli. Imaginons comme ça que vous avez décidé, à l'aube des vacances, de faire un régime. Toute ressemblance avec des personnes dans cette salle serait fortuite. Mais sachez qu'à l'extérieur de cette salle, il y en a qui vont faire des régimes. D'accord? Et toi, tu as ouvert un livre qui s'appelle La méthode du con. Et dans cette méthode-là, on est en train de te dire, OK, vous allez manger beaucoup de protéines, un petit peu de salade. Donc toi, tu t'installes et il y a ton cerveau gauche qui fait, bon les mecs, on a calculé, on a un plan. Si on fait protéines, salade, protéines, salade, protéines, salade, et qu'on change un peu les protéines, à la fin de la semaine, on aura perdu 4 kilos. Il y a le cerveau droit qui fait « Ouais, j'adore. C'est tellement cool. » Alors moi, perso, je me vois complètement nu, avec juste un petit maillot rouge, et j'adorerais courir au ralenti cet été sur la plage. Ah, mais je me vois, je me kiffe ma race. Il y a le cerveau médian qui fait « Ouais, ça peut être vachement sympa aussi, cette sensation de légèreté, et puis cette fierté, ça peut être sympa. » Puis le cervelet qui fait « Ouais, ça ferait du bien, surtout que le gros, il se déleste un petit peu parce que j'en peux plus, moi, de pousser tout le monde pour qu'on avance, parce que c'est quand même devenu un gros lard. Donc c'est une bonne idée. » Donc tu t'installes à table, petite salade, steak haché grillé. Et pour le fun, tu vas mettre un peu de sel. Ah, on est français, soyons fous. Et là, tu manges ton steak. Un petit peu de steak. Et puis comme toi, tu es un petit peu foufou, tu vas mettre de la salade avec. Tu mets ça dans ta bouche. Et au bout de quelques instants, ça fait un espèce de truc pâteux qui colle au palais. On a le sentiment de manger une hostie, tu sais, le jour de la messe. Et là, tu as le cervelet qui fait « Les gars, je sais pas pour vous, mais c'est désagréable ce truc qui colle au palais. » Tu as le cerveau droit qui fait « Ah, mais moi, je ne m'imaginais pas ça du tout. Hein. » Non, les abdos, la plaquette, le short, direct, mais là, pas glamour du tout, là. Puis il y a le cerveau médian qui fait bah, « Écoutez-moi, les gars, aucun kiff. Hein. Pourquoi il n'a pas mis un peu de ketchup, des frites, un truc sympa, un truc avec... on bombarde de sauce, là, la béarnaise, des trucs, machin. » Bon, il y a le cerveau gauche qui reprend le contrôle quand même, qui fait « Bon, les gars, qu'est-ce qu'on a dit? Un plan. On a un plan ou on n'a pas un plan? On a un plan. Alors, c'est steak frites? Jamais. Steak salade, steak salade, steak salade, steak salade. 4 kilos. Et le mec, il sort de sa loukoumri totale. Loukoumri, pour les Québécois, qui vient du mot loukoum, qui est un mot que je viens d'inventer il y a 4 secondes. Mais c'est pas grave. Il va sortir de sa capacité à ne plus être un loukoum. Ok. Donc toi, tu continues à manger, puis il y a le cervelet qui fait « Peut-être, mais c'est dégueulasse. » Ah, moi, les gars, dégueulasse. Bah, moi, je suis complètement d'accord avec toi, c'est complètement dégueulasse, je ressens rien. Je ressens rien. Et il y a le cerveau, là, qui est cerveau droit, qui fait « Bon, les gars, moi, j'écoute. D'accord? Je veux pas participer à vos trucs. » Il y a le cerveau gauche qui fait « Bon, les gars, toi, ta gueule, toi, ta gueule. D'accord? On a un plan. » Et là, tu manges. Et il y a le cerveau qui fait « Bon, bah, puisque c'est ça, moi, je m'engage pas. » Et le cerveau médian, il fait « Bah, moi, pareil. » Tu manges,
Et il y a le cerveau gauche, il est rassasié. Il fait, c'est bien, je suis plutôt content, on a respecté le plan. Et t'as le cerveau qui fait... Cerveau médian. Au relou. Dis-moi, t'as kiffé? Écoute-moi bien, c'était dégueulasse. Pas une émotion, j'ai eu du rejet, j'ai failli vomir. Écoute-moi, ça a collé le truc, la déglutition, j'ai failli mourir. Qu'est-ce qu'on fait? Attends ce soir. Moi aussi, j'ai un plan. Et là, ce soir, même scénario, tu vas manger ton steak frites salade. Avec les deux qui attendent. Non, les steaks salade, c'est bien, il y en a deux. Non, mais moi, ce public, je peux plus, là. Stop, c'est terminé. Hein? Déjà qu'il y en a qui gueulent pour des livres. Ah, ça, c'est fait. Alors, steak salade. Tu le manges, t'as fini ton repas, il y a le cerveau gauche. Il est satisfait, le cerveau gauche. Lui, tu lui files un plan, il est content. Et après, tu t'installes, tu vas regarder une série américaine. En fait, c'est une série française comme une série américaine. T'as les experts Miami et puis t'as les experts à Brie-Contre-Robert. Et quand tu regardes les experts à Brie-Contre-Robert, tu te fais chier. C'est pas la même. Les acteurs, pourtant, ils pourraient limite être beaux. Tu sais pas ce qu'il y a. Peut-être un problème de caméra, de budget, t'en sais rien, mais c'est pas la même. Et puis à un moment donné, il y a le cerveau qui fait... Et relou. C'est quoi ton plan? Il y a un pot d'Agendas. Il a planqué un pot d'Agendas dans le frigo. Ah, tes conneries. Le truc, c'est lequel? Caramel, beurre salé, cœur fondant. Alors écoute, voilà ce qu'on va faire. Bouge pas. Hé, toi là, viens là, viens. Ouais. La tafiote, viens là. Alors écoute-moi bien, nous, on va foutre le bordel. Non mais moi, je vous dis, je veux les tablettes. Écoute, on va te taper. Tu vas faire exactement ce qu'on va te dire. Moi, ce que je veux... Ok. Il est très violent, le cervelet, il faut le savoir. Alors, il dit, écoute-moi bien, je vais commencer à envoyer le goût sucré. Ok? Toi, la tafiote, t'envoies l'image du pot d'Agendas 3D qui va passer là-dedans. Et toi, le relou, tu envoies le plaisir, le kiff. Non, pas un orgasme, le plaisir, le kiff. Ne mélange pas tout, sinon il ne va plus rien se passer dans le couple. Ce n'est qu'une glace. Calme-toi. Bon, il y en a qui ne se calment pas, il y en a qui trompent. Mais c'est pas... Et là, toi, t'es là, t'es devant... Et puis d'un coup, t'as un truc qui fait... Il est bien ce film, hein? Il est bien. Et il y a le cerveau gauche qui... Les mecs! Qu'est-ce que vous foutez? Je sais pas, c'est la tafiote, il envoie des trucs, des images. Moi, j'ai rien fait. Ouais, vous êtes en train de vous liguer, je sais ce que vous êtes en train de faire. Il est gros! Tu veux qu'il reste gros toute sa vie? Mais moi, je m'en fous qu'il soit gros. Envoie la purée. Vas-y, envoie le plaisir. Et toi, vas-y, fais le 3D. Et moi, je vais envoyer l'odeur de la Agendas, le goût, le truc. Et là, t'as le cerveau qui dit, arrêtez. Vas-y, balance. Et toi, t'es là. Et tu vois le truc de plus en plus. Tu commences à t'arracher les cheveux comme ça. Et à un moment donné, il y a le cerveau droit qui fait, je sais comment le niquer. Je vais lui envoyer une idée. Le truc, c'est simple, c'est juste une cuillère. Parce qu'à chaque fois que j'envoie juste une cuillère, ça marche. Alors toi, t'es là. Il est bien ce film, hein, il est bien. Tu te ferais pas une petite folie?
Ton régime. Le régime n'insufle pas un peu de souplesse. Si je ne prends qu'une seule cuillère. Cuillère de quoi? Bah d'Agendas. Quoi, mais t'as pas peur de... Oh. Je maîtrise. Donc tu vas dans le frigo, et t'as le pot d'Agendas que tu ouvres. Curieusement, il est déjà moelleux. Oui. Le pot d'Agendas était connecté au niveau quantique et était déjà dans les préliminaires. Toi, tu prends une cuillère. T'as dit une cuillère, pas une louche? C'est une cuillère. Et là, tu mets à ta bouche. Et là, il y a le cerveau qui fait « Envoie l'orgasme. Fais jouir la grosse, tu vas voir, il va tout bouffer. » Et là, vas-y, envoie. Et là, il y a le cerveau qui fait « Vous êtes des bâtards. À chaque fois, c'est pareil, il va grossir, il sera moche, il sera pourri. J'avais un plan. » Écoute, on est d'accord avec toi, demain, tu reprends ton plan. Vous jurez? Je te le... Écoute-moi bien. Je te le jure comme jamais. Je te le jure. Bon, d'accord. Mais demain, on respecte le plan. Mais évidemment. Je fais très bien les rires de diable. Et en fait, tout ça, là, c'est tous les jours. Tu veux faire du sport. Les autres, ils ont envie de faire du sport, et donc ils se disent dans leur tête, ouais, je vais me faire du sport. Je vais faire 1 heure de sport par jour. Et je vais même aller m'inscrire dans une salle de gyms. Il y a un truc qui s'appelle le moving. Quand tu arrives au moving, tu as le sentiment que la femme de l'accueil est russe. Bonjour monsieur, je vois que vous êtes un sportif. Oui madame. Je sens que vous êtes très engagé à faire du sport dans ce club. Oui madame. Je sens que vous allez transformer ce corps, enfin ce truc, en un corps fabuleux avant l'été. C'est mon objectif. Toi, tu as été chez Decathlon, tu as acheté toute la panoplie. Et il y en a qui sont en train de te dire, mais moi, j'ai déjà fait ça. Hein? Bon, allez, on l'a tous fait. Et la personne dit, vous vous inscrivez pour 2 ans? C'est un crédit, monsieur. Pas de problème. Non, parce que j'ai un plan dans ma tête. Et puis tu vas t'entraîner, puis après tu vas t'apercevoir que, mine de rien, les abdominaux, ça fait mal quand même, un petit peu. Et que tu sues. Même s'il y en a qui suent plus que les autres. Il y en a même qui dégoulinent. Il paraît même qu'il y en a qui sont fontaines. It's okay. It's a process. Oh là là. Je ne citerai personne. Mais enfin, toujours est-il que ce qui est super intéressant, c'est quand vous voulez vous engager à vivre et à vous dépasser, il va falloir que vous réfléchissiez à une chose qui est très importante. La première, peut-être la plus importante, la première, c'est que d'abord, vous ayez le cœur à l'ouvrage. Ça va être le cerveau droit. On va dire au cerveau droit, tiens, et une image, et une vision. Parce que c'est toujours de la vision que naît l'équilibre. Je vais vous donner un exemple. Levez-vous tous, s'il vous plaît. Levez-vous, allez. C'était levez-vous tous en même temps. Pas étage par étage. Ok. Voilà ce que vous allez faire. Vous allez choisir un point
Ça peut être le coin de cet écran, un point spécifique. Vous allez porter votre attention dessus et vous allez lever une jambe. Une seule. Non, les deux, c'est difficile. Je sais qu'il y en a qui sont doués, mais... Attends avant de faire cette démonstration, ils sont pas encore prêts. Vous levez une jambe, ok? C'est bon, tout le monde réussit? Ouais. Maintenant, fermez les yeux. Ok, vous pouvez vous rasseoir. Vous avez remarqué une chose? De la vision naîtra toujours l'équilibre. C'est valable dans le sport, c'est valable quand je marche, c'est valable dans la vie. De la vision naîtra toujours l'équilibre. Si tu n'as pas de vision, tu ne peux pas avoir d'équilibre. C'est pas possible. Si vous apprenez à faire de la gym, ou de la gym artistique, la GRS, si vous apprenez à faire n'importe quoi d'acrobatique, la première des choses qu'on vous dira, c'est d'avoir une vision très claire du mouvement que tu vas faire pour commencer à générer des repères. Vous le savez maintenant, je vous l'ai répété 1 milliard de fois, le cerveau ne fait pas la différence entre une situation réellement vécue et une situation inventée de toutes pièces. Donc le principe, ça va être de visualiser. C'est la raison pour laquelle, à Spartak, on visualise. On observe, on reproduit, on visualise. On observe, on reproduit, on visualise. Quand vous venez en formation, quand vous avez la chance d'avoir des super conférenciers et conférencières comme celles que vous avez vues ici, là, qu'est-ce que vous faites? Vous observez, vous réfléchissez, et ensuite vous vous dites, et si c'était moi qui étais là un jour? Qui a eu cette idée? Soyez cool. Génial. Vous vous rendez compte? C'est presque une idée partagée par au moins plus de 60% de cette salle. Ça veut dire que c'est un mode d'apprentissage qui est super intéressant. D'accord? Donc d'abord, ayez toujours une vision très nette de ce que vous désirez, de ce que vous voulez. Ok? Après, vous pourrez structurer le reste. Et après, vous y mettrez un plan. D'accord? C'est quoi l'Académie Zéro Limite, sinon vous donnez des stratégies? C'est quoi des stratégies? Ça aussi, c'est important de définir ce que c'est qu'une stratégie. Une stratégie, parce que pendant longtemps, les mecs disaient, lui, il est stratégique. Il réussit dans la vie parce qu'il est stratégique. Moi, avant d'avoir des gars qui débarquent comme François pour m'expliquer ce que c'est que la pleine conscience, quand ils disaient « il n'est pas au même niveau de conscience », ça m'a toujours interpellé ce mot-là. Ça veut dire quoi, en vrai? Mais stratégique, ça veut dire quoi? Alors j'ai cherché. Viens, on essaie de trouver des vraies définitions stratégiques. Alors il y en a, si tu es polytechnicien et tu poses une question à un polytechnicien, c'est quoi une stratégie? Le mec, il va faire ce qu'on appelle un brainwash. Il va te laver le cerveau. À la fin, tu ne sais même plus la question que tu as posée. Alors qu'une stratégie, en fait, c'est incroyablement simple. C'est le moyen le plus rapide, le plus facile, le plus efficace, le plus simple, le moins coûteux et le plus fun d'obtenir quelque chose dans sa vie. Quand tu réfléchis juste à ça, de dire, OK, je veux construire ma nouvelle industrie, je veux construire mon business. Quelle est la façon la plus simple, la plus rapide, la plus efficace, la moins coûteuse, la plus fun de réussir? Et vous savez qu'il y a toute une industrie qui s'est créée. Martin est un des grands précurseurs, en tout cas au Canada, en Europe et maintenant dans le monde. On sait qu'il compte parmi ceux qui ont favorisé le fait de se dire « Hé les gars, il y a toute une industrie qui est en train de se créer, et il y a quelque chose qui est en train de se passer là. » Moi, je vis dans un pays dans lequel ils ont des systèmes de repérage des enfants à l'âge de 8 ans avec des tests. Très intéressants. Ils ne leur mettent pas la pression, hein, mais vraiment très intéressant. Et dans ce pays qui s'appelle Israël, que certains vont voir comme parfois ce que les médias peuvent en présenter, et je vous jure que c'est tellement pas ça, il y a des gamins qui ont 12-13 ans, qu'on a tellement passionnés à l'électronique, qu'à 12-13 ans, ils ont le niveau d'ingénieurs qui ont entre 24 et 25 ans en France aujourd'hui. Et vous savez quoi, les gamins? Ils s'éclatent. Oh, il y a aussi un truc qui est intéressant. Aujourd'hui, près de 30% des cours supplémentaires qu'ils vont suivre se font à distance.
C'est-à-dire que la plupart des parents en Israël sont tous conscients qu'une partie de l'éducation de leurs enfants vont se faire par Internet. Fabuleux. J'ai rencontré à Jérusalem la semaine dernière un type qui est en train de marier la suggestopédie avec l'intelligence virtuelle, l'intelligence artificielle, pour apprendre des langues en moins de 3 mois. Il a terminé son programme en anglais et en hébreu. Je crois que je vais financer son entreprise. Tellement il y a d'intelligence. Quand vous venez ici, c'est quoi ? Vous allez aller sur des portails, vous allez rencontrer des experts qui vont vous dire « Hey, il existe des façons de faire qui vont te faire gagner du temps, qui vont accélérer ton processus de décision, de transformation, d'évolution, que ce soit au niveau personnel ou au niveau professionnel. » Et ça, là, ça s'appelle avoir des plans. Voilà. Et quand je regarde toute la matière que vous avez sur le portail de l'académie, dans laquelle on vous dit, tu sais, tu vas commencer ici. Et même si tu ne connais absolument rien en technique, tu peux monter un site internet, faire une offre, vivre de ta passion en proposant à un nombre incalculable de personnes les moyens de pouvoir accéder à ton offre. Ça, c'est ce qu'on appelle le plan stratégique. D'accord ? Maintenant, tu as beau avoir une vision, tu as beau avoir un super plan stratégique, et j'en discutais tout à l'heure avec Yannick Alain, mon associé. Vous connaissez Yannick, hein ? Ça aussi, elle fait partie des rencontres de ma vie, cette rencontre. Parce que c'est tellement bon de rencontrer des personnes avec un cœur 10 000 fois plus grand que le vôtre. C'est rassurant parce que ça veut dire que j'ai encore de l'espace en termes d'expansion économique et d'expansion de cœur. Mais on discutait, on disait, c'est bizarre. Pourquoi il y a des personnes qui appliquent à la lettre les stratégies et au final, ils n'ont pas les résultats que les autres obtiennent? Pourquoi ça se passe comme ça? Mais parce qu'il y a une dimension qui est une dimension d'émotion. Et là, c'est une dimension vraiment du ressenti et de la conscience de ce que je mets dans ce que je fais. Parce que tu peux dire tout ce que tu veux, en fait, en vrai. Quand vous êtes allé sur YouTube ou sur Internet, des personnes qui disent ou qui parlent de développement personnel, il y en a combien aujourd'hui? Maintenant, en vrai, il y en a combien qui vous saisissent par les tripes? Il y en a combien que vous avez envie de voir jusqu'au bout? Il y en a combien que vous disent « Waouh, j'ai hâte qu'il sorte sa nouvelle prochaine vidéo parce que franchement, j'adore ce mec ou j'adore cette nana. Quand elle parle, ça me parle. » Mais je vous dis, hein, le gars qui a ce ressenti-là et qui génère ce ressenti-là chez vous, il ne donne pas la même chose. Il a une conscience et il a une pleine conscience en vrai de ce qu'il fait quand il le fait. Je vous rappellerai toujours que nous sommes des êtres humains. On n'est pas des fers humains, on n'est pas des savoirs humains, on n'est pas des savoir-faire humains. La définition de notre race, c'est faite par le fait d'être. Vous ne deviendrez pas plus heureux parce que vous obtenez. Vous ne deviendrez pas plus heureux parce que vous produisez. Vous deviendrez toujours plus heureux parce que vous devenez qui vous avez envie d'être en produisant ou en faisant ce que vous faites. Ah, je vais répéter parce que c'est super important. Et ça va faire la différence, vous allez voir, ça va faire la différence. Vous ne réussirez pas parce que vous produisez à l'excellence. Vous réussirez vraiment parce que ce que vous faites nourrit profondément la personne que vous voulez devenir. Et quand vous avez cette intention-là, vous ne dégagez pas du tout la même chose. Vous dégagez ni les mêmes vibrations, parce que le son est vibration, je vais revenir là-dessus dans quelques instants, et vous ne dégagez pas du tout le même langage non verbal. On vit dans un monde qui a changé, avec des standards qui ont changé. Si on ne s'adapte pas, si on ne va pas provoquer ce changement, parce que le changement qui arrive, il arrivera que vous le vouliez ou pas. Quand bien même je vous aurais m'y opposer en disant « Non, écoutez-moi, je ne suis pas d'accord, je continuerai à acheter chez les commerçants parce que moi, Internet, c'est quand même du virtuel et j'aime avoir des rapports humains. » Mais vas-y mon pote. Mais peut-être qu'à un moment donné, tu vas voir que ton offre, elle est peut-être profondément limitée. Et il y a peut-être un jour où tu vas voir quelque chose de tellement spécifique que le commerçant du coin, il ne l'a pas. Et dans ces cas-là, il va falloir que tu acceptes. Le changement, je vais vous dire une chose. On peut l'accepter, on peut y réagir, mais moi, je vous demande de le provoquer. Parce que quand tu le provoques,
tu es en maîtrise. Quand tu le provoques, non seulement tu l'acceptes, mais en plus, tu as tous les moyens intellectuels, émotionnels et stratégiques de pouvoir le contrôler. C'est-à-dire que ce n'est pas le changement qui va te propulser dans des endroits où tu n'as pas du tout envie d'aller, mais que tu dois vivre pour devenir la personne que tu dois devenir. C'est toi qui vas anticiper, qui va provoquer. Beaucoup plus confort. Beaucoup plus confort, ça ne veut pas dire que c'est confort. C'est plus confort. Parce que changer, avancer, évoluer, ça passe toujours par se confronter à ses propres peurs. Je crois qu'il y a une personne qui vous a parlé des peurs hier, non? Ou avant-hier. Et qu'est-ce qu'elle vous a dit? Confrontez-vous à elle. Si je devais dire quelque chose de profondément nouveau, j'écrirais un truc genre # je m'en bats les couilles. D'un grand maître africain, naturellement. Je vois que vous êtes à la source. Vous savez, je vais vous donner une preuve que ce monde il a changé. On a des paradigmes. Les paradigmes, c'est des schémas de pensée qui se renouvellent et qui se situent au niveau intellectuel et sociétal. C'est ça un paradigme. Et il y a plusieurs paradigmes qui ont changé. Par exemple, il y a le paradigme de la linéarité. Quand vous étiez petit, moi quand j'étais petit, on me disait, tu sais David, tu vas choisir une filière, tu vas choisir une branche, tu vas t'installer dedans et tu verras, c'est tracé mon petit. Et puis après, on a doublé ça avec la constance. Et on disait, si tu ne fais pas de vagues, ça va monter comme ça, ton salaire, tu vas prendre en salaire, en responsabilité, et tu réussiras dans la vie. Il y avait aussi une autre règle, la troisième. C'était la règle du dehors-dedans. C'est-à-dire qu'à l'époque, c'était nos parents qui décidaient ce qu'on allait devenir. Bah écoute mon petit, qu'est-ce que tu as dit pour les paysans depuis le début des 14 générations? Bon. Qu'est-ce que je veux dire 14 000 hectares, tu fais quoi? Moi je peux pas, hein, les moissons j'ai besoin de là, Titi. Hein. Donc les bacs, tes conneries, pour le peine. D'accord? Il y a des moissons, il y a des trucs. Expérience familiale. Oh non, bon alors. Ou alors c'est Jean-Jérôme. J'adore le Jean-Jérôme. Jean-Jérôme, nous sommes médecins praticiens de génération en génération, tu sais Jean-Jérôme. Tu veux être artiste? T'es pédé, Jean-Jérôme? Alors tu seras médecin? Et tu verras, ça te plaira. Non, t'es pas obligé de choisir, c'est pas à toi de choisir, Jean-Jérôme. Depuis quand on a cru ça, Jean-Jérôme? Non, nous sommes médecins de père en fils, Jean-Jérôme. Très bien. Ça, c'était la règle du dehors-dedans. Et puis, on avait une dernière règle qui était très intéressante. C'est qu'on te disait que tu allais apprendre jusqu'à un certain âge et après, ça s'arrêterait. Je sais pas pour vous, mais mes parents, ils sont venus me voir un jour et ils me disaient « David, fais des études. Déchire-toi et tu verras qu'après, tu seras tranquille. » Je cherche encore la tranquillité. Hein. Donc ça veut dire que ça, c'est des paradigmes qui existaient et qui étaient valables il y a 50 ans encore. C'est plus valable aujourd'hui. C'est terminé. C'est-à-dire que la règle de la linéarité, regardez, aujourd'hui, moi, mon père, juste mon père, d'accord? Mon père, il a connu 2 entreprises dans sa vie. Et encore, la deuxième a racheté la première. OK? Les personnes de notre génération à nous, toujours entre 20 et 32 ans, à force, l'idée, elle va rentrer, vous allez voir. Mais moi, un jour, je vais finir par y croire, je suis sûr. Ces personnes de cette génération-là, en fait, nous, on va vivre entre 7 et 12 expériences professionnelles dans des secteurs d'activité différents. Vous imaginez déjà l'explosion de vision du monde? Quand mon père, il était directeur des ventes pour une boîte allemande en France qui vendait du gazon synthétique et de la moquette, ils étaient 3 concurrents. Ils travaillaient sur les marchés négociés et les mecs, ils se retrouvaient autour d'une bonne bouffe et d'un bon restaurant et les gars disaient « Bon, la mairie de Corneille, qui c'est qui la prend ?» Non, parce que l'année dernière, c'est toi qui l'as pris cette année, ce serait peut-être à moi de leur proposer un petit terrain de tennis. Bon, d'accord. Mais par contre, tu me laisses l'école qui est juste à côté. Ok, allez hop. Et là, le père, il rentrait, il dit « Papa, ouais, ça va. » Ça a été une négociation très difficile, mon fils. Mais ça va aller.
Cette même société qui existe encore aujourd'hui, vous savez combien elle a de concurrents de son niveau? 77. 77 avec des mecs qui fabriquent en Chine et en Corée, que tu sais même pas où ça existe. Avec des tarifs que les gars vont proposer. Mon père, à l'époque, imaginez bien, il allait voir un client, il fait « Oui, bonjour, monsieur Jean-Claude Lefrançois ». Il vendait sa petite salade, ok? Et il disait « Bon, alors, je vous enverrai un devis par la poste en début de semaine prochaine et je vous rappelle la fin de la semaine d'après. » Ok? Et ma mère, elle faisait le pied de grue à la maison, elle attendait le téléphone, et parfois le téléphone sonnait, et le soir, elle faisait son rapport à mon père. Monsieur Deblonnet a appelé. Monsieur Bluizen a appelé. Et mon père les rappelait le lendemain. Aujourd'hui, tu vas voir le mec à 11h, à 11h30, il t'appelle, il fait « Je n'ai pas reçu la proposition. Je comprends pas, vous aviez l'air vraiment intéressé. » Oui, monsieur s'appelle un devis, il y a juste quand même 175 lignes, il faut que je les fasse. Ouais, mais alors là, vos concurrents, ils sont déjà là, alors bon, si vous voulez voir le marché... Et le mec, il a ton téléphone portable de ta mère. Et il t'appelle H24. Quand il t'appelle pas H24, il t'envoie des textos. Quand il n'envoie pas des textos, il envoie des mails. Et quand il n'envoie pas de mails, il appelle ta secrétaire ou ton patron pour dire je suis désolé, mais votre vendeur n'est pas très sérieux. Il est passé 11h30 ce matin, il est quand même 12h37. Nous n'avons toujours rien. Vous voulez pas faire d'affaires? Ah, c'est pas le même monde. C'est pas le même monde. Après, on t'a vendu la notion de constance. Ça n'existe plus, la constance. Parce que tout change. Et si ça passe dans sa bouche, ça passe dans la mienne. Tout change. Mais quand tout change, change tout. Non mais, si quand tout change, toi, tu changes pas, le temps que tu réagisses, t'es mort. Ça veut dire que, et je crois profondément ce que je dis, vous n'êtes pas au meilleur endroit du monde, vous êtes au meilleur endroit de l'univers ici. Parce que c'est ici que va se jouer les prochaines années. C'est ici que vous allez avoir des Québécois, je suis désolé, qui vont vous dire avec leur accent que je fais à merveille, tu peux revenir à toi là, dans la journée en pleine conscience. C'est le mec qui vous a fait méditer sur un Indien. Mais même ça n'existait pas à notre époque, c'est un truc de malade. Qui un jour aurait cru qu'un Québécois viendrait vous faire une méditation en pleine conscience sur un chant indien? Et vous étiez là. Je sors de mon corps, je sors de mon corps. C'est pas une preuve que le monde change. C'est une preuve que le monde change. Il y a même un type qui un jour a eu un accident de hockey sur glace, qui s'est fait ouvrir la gorge, qui fait « Ouah, moi je vais créer une académie zéro limite. » C'est ça où je suis mort. Le monde change. Vous devez changer. Et d'ailleurs, le monde change tellement que tous les paradigmes qu'on a appris aujourd'hui changent. C'est vrai. Regardez, dans la nutrition, combien de fois on vous a dit « le gras, c'est pas bon ». Puis aujourd'hui, les vrais spécialistes vous disent les gars, oh, le gras, c'est bien. Hein. Non, mais le bon gras, c'est super bien. Et si vous le rejetez de votre vie, il y a un problème, parce que le gras, il alimente les cellules gliales, qui alimentent les systèmes neuronaux à travers toute la fabrication de la myéline, et le gras pourrait être l'un des précurseurs à Alzheimer. Et que le fait de limiter notre alimentation au profit du sucre ou de l'aspartame, c'est une erreur stratégique qui pousse toute une industrie dans l'erreur et qui va faire que vous allez avoir une multiplication quand même des problèmes de santé. C'est-à-dire que tu as envie de leur dire, les gars, pourquoi ça aujourd'hui? Je me rappelle encore l'année dernière, être allé au Maroc, donner une conférence, le malaise de ma life. Je suis invité, donc pour moi, je suis invité, je vais donner une conférence à des entrepreneurs, à des femmes entrepreneurs, génial. Mais juste avant, j'apprends que tout l'ensemble est financé par la vache qui rit. Alors tu te dis, mais quel rapport avec l'autre? C'est la vache qui rit. Les mecs, ils ont besoin de financement, donc ils vont voir la vache qui rit qui fait bon, j'ai de l'argent. Et à l'époque, ils vont faire monter avant moi une nutritionniste pour dire alors, surtout pour vos enfants, donnez du lait. C'est du calcium, c'est bon. Le lactose, ça.
Et moi, je suis en train de bouillir. Parce que la semaine d'avant, j'étais avec un professeur qui s'appelle le professeur Perlmutter aux États-Unis, et Perlmutter aux États-Unis, qui est le plus grand spécialiste mondial de l'intestin et du deuxième cerveau. Il dit, le lactose, le gluten et le sucre, vous êtes en train de pourrir votre cerveau avec. Et moi, je boue. Et elle est bien, hein, la nutritionniste. Elle est payée par la vache qui rit, qui se fout la gueule, elle est très heureuse, la vache qui rit. Et moi, je suis très partagé. Est-ce que je défonce celui qui me paye ou est-ce que je dis rien? Eh ben, je défonce. Et je me suis fait plaisir. Parce que, mais oui. Alors, ils n'ont pas été... Alors, ils m'ont quand même réglé. Ils ont pris le temps. Ils ont eu quelques relances, mais ils m'ont quand même réglé. Mais je leur ai dit, mais s'il vous plaît, comment tu peux, toi, en tant que nutritionniste, avoir ce discours-là aujourd'hui, quoi? Parce que t'es meurtrière, en fait, en vrai. Si vous, les spécialistes, vous tenez ce discours alors que l'information, on l'a tous, vous êtes des assassins, en vrai. Donc le monde change. Et je vais vous donner un autre exemple, qui est un exemple que l'on observe aussi beaucoup dans notre univers des neurosciences aujourd'hui. Qui a déjà entendu que le stress provoquait des maladies, multiplier les problèmes digestifs, démultiplier les problèmes d'arythmie cardiaque? Qui a entendu en tout cas que le stress, ça bousillait la vie et la santé? Ok. Alors, Irving Barbenman de l'université de Princeton et Luc Leaggio de l'université d'Harvard ont décidé de savoir si ça, c'était un mythe ou pas. C'est-à-dire que dans cette salle, et moi le premier, je dis, les gars, de quel mythe tu parles? On sait très bien que le stress, ça détruit. Ben ouais, mais ce serait bien qu'on l'expérimente à grande échelle, et puis qu'on voit dans quelle mesure ça détruit. Et là, il y a un vrai problème. C'est que le stress, à grande dose, ça détruit. Mais le stress à grande dose, quand tu t'organises juste une journée par semaine où tu ne fais rien, quand tu te poses en méditation 3 fois 5 minutes par jour de pleine conscience, eh bien le stress à haute dose devient bénéficiaire pour la personne. C'est-à-dire que tous les standards qu'on a appris, mes seigneurs, tous, sans aucune exception, pourraient être remis en question aujourd'hui. C'est-à-dire que ça fait 20 ans, 30 ans qu'on entend tous le même discours que le stress, ça tue, et les mecs sont en train de dire bah ça tue, sauf si à un moment dans la semaine, tu te reposes. C'est-à-dire que les sciences d'aujourd'hui sont en train de faire un grand écart et un lien direct avec ce que disait Moïse quand il est descendu du mont Sinaï. Il a dit, les gars, j'ai une table, il y a 10 lois. Dans l'une de ces lois, c'est marqué « Vous devez chômer une journée complète ». Il y a aussi quelque chose qui a été très marquant. C'est qu'en fait, on s'est rendu compte que il n'y avait pas de développement individuel sans prise de risque. Alors je vous le dis, vous n'aurez aucune réussite sans prise de risque. Je ne suis pas en train de vous parler de vous mettre en danger. Je vous parle de prise de risque. La différence entre les deux, c'est très simple. Prendre un risque, c'est si ça ne marche pas, vous ne perdrez pas tout. Vous mettre en danger, c'est si ça ne marche pas, vous perdrez tout. Cette simple nuance-là, elle vous permet de comprendre comment développer votre business et d'avoir un regard différent sur celui-ci. Si tu dois hypothéquer toute ta vie, toute ta life pour te mettre sur ton business et que si ça ne marche pas, tu plantes tout avec pertes et fracas, réfléchis, peut-être que tu peux revoir ta stratégie. Peut-être que tu peux bâtir des alliances, peut-être que tu peux t'associer, peut-être que tu peux te développer différemment. Mais là, attention, mon chouchou, tu es en train de te mettre en danger. En revanche, si ça ne marche pas, tu as perdu des plumes, mais tu n'as pas tout perdu, et que tu as appris à faire du business, alors vas-y, fonce. Parce que la vie, en fait, c'est toujours un déséquilibre. Avancer, c'est un déséquilibre. Si tu restes là, t'es... Alors qu'on vit aujourd'hui dans des pays
Ouais, bah, la France, prenons la France. J'ai bien quand même reconnu la France, j'y grandis, j'aime ce pays, mais quand même, il y a des choses qui m'exaspèrent. Quand même. Il y a des trucs assez bizarres quand même. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a des personnes qui te disent « Ouais, mais bon, je trouve ça dégueulasse parce que les patrons, ils s'en foutent plein les poches. Bah, ça s'appelle le travail, en fait. C'est un concept intéressant, tu vois. C'est-à-dire que le mec, il a pris des risques, il a mis ça sur le truc, et puis il a bossé quand même, tu vois. Ouais, mais alors, par contre, là, quand tu vois ce qu'il gagne, et moi, ce que je gagne, eh ben, non. Mais lui, il a pris des risques. Et toi, tu as pris 2 heures pour faire la sieste. Lui, il prend des risques. C'est-à-dire que lui, là, en fait, il se met en déséquilibre en permanence. Parce que lui, il va avoir des déséquilibres financiers, il va avoir des déséquilibres relationnels, il va avoir des déséquilibres managériaux, il va avoir des déséquilibres de leadership, il va avoir des déséquilibres de production, il va avoir des déséquilibres de distribution. Et tout ça, il va devoir gérer. Tout ça, il va se prendre la tête H24 pour gérer tout ça, pour toutes ces petites assiettes qu'il a lancées. Et toi, tu fous rien. Et tu voudrais en plus que lui partage ses risques. Non, 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 il faut que tu apprennes toi dans ta vie à prendre des risques. Et moi, je me rappelle un jour, j'ai quand même donné une conférence, à la fin, il y a quelqu'un qui me fait « Monsieur le François, vous êtes quand même vachement... Hein? Très pognon, hein ?» Alors, je ne sais pas si je suis très pognon, mais je prends des risques. Est-ce que je me suis planté? Plus que de raison. Comme je le dis toujours, si vous voulez des cours en loose, demandez-moi, un jour je ferai un infoproduit là-dessus. Je ferai un infoproduit, si tu veux loser, tu es trop bon dans ta vie, tu veux rater ton couple, tu veux rater tes amis, tu veux rater ton entreprise, tu veux t'engueuler avec ta famille, je te propose un programme en 3 mois. Si tu le respectes à la lettre, pas de problème. Semaine après semaine, je t'expliquerai comment pourrir ta vie. Et à chaque fois, je vais t'expliquer une partie de ma vie, tu auras juste à reproduire le truc. C'est super simple. Pardon? Oui, c'est garanti. Je rembourse si ça ne marche pas. Non, si vraiment vous êtes trop heureux et que vous voulez un peu de trucs, ce programme, il est fait pour vous. Okay? Par exemple, premier exemple, avec ta femme. Je vous dirais, ne donnez jamais un seul compliment. Dès qu'elle fait quelque chose de bien, regardez ce qu'elle fait de mal. Et dites-le lui. Ton enfant a un 17 en maths, mais t'es complètement con. Et il y en a qui pourraient avoir 20. T'as 17. Alors écoute-moi bien. T'es mignon et encore cette partie-là, tu la tiens de moi. Mais t'es quand même un gros con. Oui, je sais que t'as 7 ans, et c'est pas une raison. Parce que les vieux cons d'aujourd'hui sont des jeunes cons qui ont grandi et vieilli. Donc t'es un petit con. Voilà. Tu me détestes? C'est normal, je suis le programme. Appelle-moi ton frère. Je peux vous apprendre à loser, mais un truc de dingue. J'adore loser. Mais j'aime bien réussir aussi. Et c'est important de prendre des risques. Prenez des risques et mettez-y du cœur. Mettez du cœur dans tout ce que vous faites. Mettez toujours profondément du cœur, et je vais même aller plus loin. Mettez de la foi. Allez, on va employer le terme. Vous êtes prêts, mes chouchous? Ok, on y va. Je travaille avec deux entreprises spécialisées qui travaillent sur l'impact que la philosophie religieuse et spirituelle, donc pas simplement la religion, mais la philosophie spirituelle en règle générale, peut avoir comme impact sur le corps. Il va se passer 2 choses. La première des choses, c'est que lorsqu'une personne a la foi, ok? Je parle de la foi, je vais déterminer ce que j'entends par là, ok? Toujours une fois, une grande distinction entre la foi et la religion. La foi est une expérience, la religion est un système. La foi est un ressenti vibratoire, la religion est une organisation structurelle. Je vous demande d'avoir la foi, d'accord? Et je vais vous dire une chose. Je ne connais pas vraiment de gens qui sont athées. D'ailleurs, je pense que les gens athées sont des gens profondément limités. Ils sont allés de A à T.
Pas mal. Alors les paillettes, je vous éclate en danse, hein? Hop là. Quand je pense qu'hier, il y a une bande d'entrepreneuses qui ont fait monter Martin sur la scène, je me dis que tout est possible. Ok, j'en étais où? La foi. A-A-T. Je vais vous dire une chose, tout le monde croit. Tout le monde. D'abord, si je viens de voir que je te mets un flingue sur la tête et je te dis « Tu veux vivre ou tu veux mourir ?» Tout de suite, là, maintenant? Non, si tu vois vraiment que je suis sérieux, tu vas me dire « Non, mais vraiment, je veux vivre. Tes conneries, Ça veut dire que tu crois toujours en la vie. Ça veut dire que tu préféreras toujours la vie. Donc, qu'on l'appelle la vie, Dieu, Hachem, Allah, Vishnu, Brahma, ce que vous voulez, on croit tous qu'il y a quelque chose qui s'appelle la vie. Vrai ou pas? Ok. Et ce qui est intéressant, c'est qu'à partir du moment où je me mets dans cette foi et que je considère qu'il y a quelque chose de plus grand que moi qui peut m'aider à résoudre mes problèmes, curieusement, eh bien, je vais développer et surtout stimuler des aires dans mon cerveau que la personne qui n'a pas la foi ne stimule pas. Et bizarrement, ces aires du cerveau stimulent la créativité, la bonne gestion émotionnelle et la libération d'endorphines et d'endomorphines. Ça me calme, ça m'apaise, ça me soigne. Le fait de croire, d'avoir la foi, d'un point de vue purement neurologique, vous permet déjà d'être plus heureux, d'être plus créatif, de résoudre vos problèmes avec beaucoup plus d'allant, et puis surtout, de ne pas être impacté par le côté néfaste des structures stressantes que vous pouvez avoir. Juste pour ça, ça vaut le coup d'avoir la foi. Allons plus loin. Je fais des recherches sur le son, parce que ce que je voulais, c'était à un moment donné créer ce que j'appelle des relaxations neurodynamiques. Et moi, dans mon délire, j'ai trouvé un truc, un système permettant de faire des relaxations, mais dans laquelle la personne stimule les 4 parties de son cerveau. Pour le faire, il fallait qu'elle avance, il fallait qu'elle bouge. Il fallait que j'utilise la structuration binaurale pour stimuler le cerveau gauche, cerveau droit, mais il fallait que j'aligne aussi le cervelet, le médian, et on a aussi ce qu'on appelle la latérisation du cerveau, c'est-à-dire aussi tout ce qui va être cortex, limbique et reptilien. Merci. Et dans tout ça, j'ai rencontré des gens incroyables. J'ai rencontré un monsieur qui s'appelle Jonathan Goldman aux États-Unis. Et lui, il a fait un travail sur les mégahertz, sur les hertz. Vous savez que le son, c'est une onde qui se mesure en secondes, d'accord? En fracture de secondes. Et on appelle ça communément des hertz. Et en fait, qu'est-ce qu'il me dit? Il m'a dit un truc très intéressant. Il m'a dit, tu sais, dans la structure même du son Dieu, par exemple dans la culture juive, et qui va découler sur toutes les autres cultures, d'accord? Il va y avoir 26 façons de nommer Dieu. Chacune d'entre elles est une vibration qui correspond à une structuration qui est liée à la guérison. Chacune d'entre elles. Et Dieu, vous savez ce que ça veut dire, Dieu? Ça vient de Déos. Et Déos, c'est la loi. Ce que je suis en train de vous dire, c'est qu'il y a des lois qui existent, et quand on s'y connecte, quand on les comprend et qu'on les utilise, on peut réussir les choses. Vous savez, dans l'univers dans lequel on vit, il y a 2 choses, 2 mondes. La matérialité et la spiritualité. Il y en a qui ont décidé de mettre de la matérialité dans la spiritualité. On aura la scientologie et tous les systèmes terroristes. À partir du moment, parce que, dites-moi, vous pensez vraiment que le terrorisme international, c'est un terrorisme d'idées? C'est que des mouvements de flux financiers. Daesh est une organisation riche à milliards. Al-Qaïda est une organisation riche à milliards. Le Hamas est une organisation terroriste riche à milliards. Tous, absolument tous, sans aucune exception, ne font que du business. Nos sociétés achètent aujourd'hui, la société française, elle aussi achète aujourd'hui du pétrodollar qu'on appelle le sang de Satan.
Le sang de Satan, c'est le pétrodollar qui est vendu par des sociétés dans le Commonwealth qui appartiennent à Daesh et qui vont vendre le pétrodollar beaucoup moins cher aux sociétés organisées. Ça existe. On fait partie de ce monde-là. Vous savez, l'année dernière, j'ai passé beaucoup de temps sur une émission avec Sophie Davant qui s'appelle Toute une histoire. J'étais expert psychologue sur cette émission et j'ai rencontré vraiment des gens fabuleux, mais vraiment fabuleux. Une première rencontre qui m'avait touché, c'était celle de Patrice Carteron, 12 fois champion du monde de kickboxing. King Kong. Le mec, il m'arrive là, un monstre. Mais il est aussi monstrueux musculairement que monstrueux en gentillesse. Et puis on discute comme ça, parce qu'il faut toujours préparer un petit peu l'émission. Et moi, je prenais le temps vraiment à mettre en avant les invités. Je voulais toujours qu'ils vivent une expérience agréable, favorable. Ce qui n'était pas toujours du goût de France Télévisions, mais c'était du mien. Voilà. Et j'étais le seul expert qui avait refusé d'avoir une oreillette et qui ne voulait aucune préparation de ce qu'on allait me donner à ce qui allait se passer dans le truc. Okay, parce que sinon, il faut savoir que tout était écrit. Et puis, je parle avec Patrice, puis à un moment donné, il me parle d'un monsieur qui s'appelle Amédi Koulibaly. Et puis il me dit, tu sais, moi, j'étais très copain avec Amédi Koulibaly. Amédi Koulibaly, pour ceux qui s'en rappellent, c'était celui qui a fait l'attentat de l'Hypercacher, avec le même jour que les frères Kouachi. Puis il me dit, mais c'est quoi, Amédi Koulibaly? Je ne l'ai jamais vu, et personne ne l'a jamais vu dans une mosquée. Il n'était pas du tout religieux. C'était un loser, et là pour le coup Trump il a raison, c'était un loser, dès qu'il faisait un truc il se faisait gauler. Et puis un jour il a été en prison, on a dû lui proposer de l'argent. C'est obligatoire, ce mec n'a aucune conviction religieuse. Donc si vous croyez vraiment que les choses se font exclusivement par conviction religieuse, c'est un tort. Et c'est là où, pour le coup, on fait l'amalgame. En Israël, il y a eu 329 morts d'attaques au couteau. Vous n'en avez pas entendu parler, mais assez régulièrement, c'est des voitures béliers ou c'est des attaques au couteau. Vous savez pourquoi? Parce que le Hamas, en face, via le Qatar, et c'est pour ça que vous avez eu aussi un positionnement de Trump par rapport au Qatar, qui a dit, le Qatar, en fait, finance le Hamas et qui dit, voilà, chaque fois que vous tuerez un juif, sachez que tous les frères et sœurs, on paiera leur scolarité, vous recevrez une somme d'argent importante, et puis on va financer toute votre famille. C'est-à-dire que depuis 10 ans, il faut quand même que vous sachiez qu'il y a à peu près 727 millions de dollars qui ont été fournis comme ça. C'est pour ça que Trump a dit, oh, les gars, stop, on arrête ça, parce qu'on ne peut pas avoir la paix quand d'un côté tu finances des personnes pour les tuer, ça ne se passe pas comme ça. Du coup, il va y avoir de la riposte et ça ne finira jamais. D'accord? Donc tout ça, ce n'est que du flux financier. Ce n'est que ça. Il n'y a pas de conviction. Et ce que je vais vous dire là, c'est qu'on est dans un monde très particulier. J'en reviens à la foi, la vraie foi. Parce que d'un côté, je rencontre Patrice Carteron, mais d'un autre côté, je vais faire une rencontre qui, je crois, va me marquer à vie. C'est celle du docteur Denis Mukwege. Denis Mukwege, on l'appelle l'homme qui répare les femmes. Et il a été déjà promu 2 fois pour le prix Nobel de la paix, et je suis sûr que la 3e fois, elle est pour lui. Il la mérite. C'est un homme qui vient faire ses études de gynécologie en France et qui décide de repartir dans son pays, qui est le Congo. Je veux juste que vous entendiez un truc qui est horrible. Au Congo, sur les 10 dernières années, plus de 500 000 femmes ont été violées. Et le viol est une arme de guerre. Voilà le monde dans lequel on vit aussi, mes chouchous. Et Denis Mukwege, quand il est arrivé, il s'est dit, bon, je vais aider à accoucher les femmes. Et la première femme qui va rentrer dans son cabinet, elle vient de se faire violer, et son violeur, à la fin, a pris un revolver, lui a mis dans le vagin et a tiré. Et des cas comme ça, il va en avoir tous les jours. Jusqu'au jour où il va commencer à se dire, oh les gars, il faut alerter le monde entier de ça, et ils vont essayer de le tuer. Ils vont essayer d'assassiner le docteur Mukwege. La balle va passer à 2 cm du cœur, il va être rapatrié d'urgence en Belgique, où vit son frère, et il va y rester pendant quelques mois.
Les femmes là-bas avaient vu en lui le sauveur de l'identité de la femme au Congo. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Elles se sont réunies toutes ensemble et lui ont payé un billet pour qu'il vienne. Est-ce que vous savez que le prix d'un billet pour aller là-bas, est-ce que vous connaissez le salaire? C'est énorme. Et lui, il y est retourné. Cette fois-ci, les autorités internationales ont mis 2 gardes du corps. C'est pour ça que quand on avait préparé l'émission, c'était assez complexe parce qu'il y avait tout un élan de sécurité avant. J'étais touché profondément par cet homme, mais vraiment touché par le cœur, par la foi, par son engagement, par sa sainteté. Je trouvais juste extraordinaire. Et pendant l'émission, il y a une femme qui est à côté de lui, qui s'appelle Thérèse, et elle ne va pas me toucher. Elle va m'ouvrir en 2. Elle raconte, elle est là, elle est belle, c'est une blague. Elle est habillée en habit traditionnel. Et elle raconte qu'un jour, dans son village, des hommes qui venaient du Rwanda, elle avait reconnu l'accent, sont arrivés dans le village, sont rentrés dans sa maison, ont tué devant elle ses 3 petits frères, son père, son grand-père. Elle venait d'avoir 22 ans depuis 2 jours et elle venait juste de passer son bac. Pour elle, l'avenir démarrait. Cette femme va être emmenée par ces hommes dans la jungle et parmi plein d'autres femmes, va devenir leur objet sexuel pendant 8 mois. Elle était violée à peu près l'équivalence de 28 à 30 fois par jour. Et un jour, il décide de délocaliser le camp, il traverse la rivière, et qu'est-ce qu'elle dit? Dieu m'a donné une opportunité. Dis-moi, toi, de toi à moi, on tue ton frère, ta sœur, ton père, ton truc, voilà, t'es violé tous les jours, pendant 8 mois, 30 fois par jour. Tu crois encore en Dieu? Est-ce que ce ne serait pas le moment où tu pourrais dire, avec tout ce que je vis, Dieu n'existe pas? Et pourtant, elle voit une opportunité. Dieu m'a offert une opportunité. Elle plonge dans l'eau, elle se fait embarquer par la rivière, elle va se retrouver 5 km plus loin, elle va marcher jusqu'à un village. Là, il y a un paysan qui va la récupérer, qui va la ramener, qui va la proposer à ce village. Et dans ce village, elle va rester plusieurs mois. Mais quand elle est dans le village, quand elle arrive, je veux juste que vous entendiez ça, pour voir le summum de l'horreur. À ce moment-là, il n'y a plus de séparation entre son anus et son vagin. C'est-à-dire que c'est le professeur Mukwege qui va venir, qui est appelé en urgence pour dire « Ah, il y a un problème, on ne sait pas quoi faire. » Parce qu'à cause de ça, il y a des multiples infections, elle risque de mourir rapidement, et au passage, il va falloir être très vigilant parce qu'elle est enceinte de 4 mois. Quand elle apprend ça, elle demande à perdre l'enfant, sauf qu'eux, ils se disent on ne peut pas faire cette opération-là, puis perdre l'enfant, c'est pas possible. Faut que tu gardes l'enfant. Il va la réparer, il va la sauver, elle va accoucher. 6 mois plus tard, les mêmes personnes vont revenir, ils vont la récupérer, reviol. Et re-enceinte. Quand elle raconte cette histoire, moi je fais un signe au cadreur, je lui fais ça, je pleure. Je pleure. Ça veut dire qu'on est quand même maquillé et je sens qu'ici, là, je dois avoir du fond de teint de tout partout. Tout le monde sur le plateau pleurait. Tous. Et quand je vois aujourd'hui l'émission, je peux vous garantir qu'au montage, c'est une émission qui durait à peu près 30 de minutes, tournée en 52 minutes. Ce jour-là, la prise, elle a duré 2 heures. C'est horrible. Et horrible et en même temps hyper touchée. Ma femme était là aujourd'hui. Ce jour-là, elle était là dans les coulisses. Elle pleurait. Et quand Thérèse est sortie, ma femme la regarde et elle, qu'est-ce qu'elle fait? Elle fait juste ça. Elle a pris mon épouse dans ses bras, ils se sont mis à pleurer tous les deux. Tout le monde pleurait sur le plateau. On monte, je parle avec Denis Mukwege, on a un très grand échange tous les deux. Et après, je vais voir Thérèse, je dis Thérèse, je n'ai jamais vu quelqu'un comme toi.
comment tu fais pour garder la foi? Avec tout ce que tu as vécu. Dis-moi, ça m'interpelle. Moi, je pense que je suis un homme de foi, mais j'ai jamais vécu ce que tu as vécu. Comment tu as fait? Et là, elle me dit, Monsieur Lefrançois, si je n'avais pas ma croyance en Dieu, j'y serais morte. Dieu m'a sauvé. Dieu m'a donné l'espoir d'un monde meilleur. Et j'ai compris que peut-être, par mon entremise, je pouvais changer le monde. Et quand elle me dit ça, je me dis, mais cette femme-là, aujourd'hui, elle passe dans une émission qui est vue par entre 2,7 millions et 3 millions de personnes tous les midis. Elle avait donné du sens à ce qu'elle vivait. Et vous savez, quand je vous parlais du professeur Irving Braverman et du professeur d'Harvard, ils ont pris, je crois que c'était 377 cadres et managers, ils ont divisé les groupes en deux. À un premier groupe, ils leur ont dit, voilà, l'impact du stress négatif, c'est ça. Et au deuxième groupe, ils ont dit, l'impact du stress positif, c'est ça. Voilà tout l'impact que le stress peut vous apporter dans votre vie. Et ensuite, ils ont fait des tests. Il y a 14 tests psychologiques et neurologiques qui permettent de déterminer le niveau d'anxiété, le niveau d'angoisse, le niveau de stress, le niveau d'adaptation, le niveau de suradaptation d'un individu. D'accord? Eh bien, parmi tout ça là, quand ils ont fait le test, ils ont refait le test 1 mois plus tard. Des personnes divisées. Naturellement, les personnes qui étaient dans le groupe dans lequel on disait que le stress était profondément négatif et que ça, tous les symptômes du stress étaient apparents. Alors que le groupe à qui on avait expliqué que le stress pouvait être positif, en clair, le groupe avec qui on avait juste donné une idée consciente différente de ce qu'ils pouvaient vivre quand ils allaient le vivre. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? C'est-à-dire qu'on était en train de le dire, non, scientifiquement parlant, le stress peut t'amener à avoir une transformation personnelle, une adaptation, des ressources supplémentaires, l'élargissement de son système cognitif et neurologique, une fabrication, une surfabrication de son système pluricellulaire et l'impact psychosynaptique beaucoup plus grand. Et ils leur ont expliqué. Et ce qu'ils leur disaient était prouvé, prouvable. 21% en moins de réactions stressantes au niveau physiologique. 21%. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'une fois encore, tout ce que nous vivons n'est rien. C'est la façon dont nous l'interprétons, c'est la façon dont nous y réagissons. C'est ça l'expérience. L'expérience n'est jamais ce que vous vivez. L'expérience, c'est la façon dont, un, vous la représentez, et deux, la façon dont vous y réagissez. C'est ça l'expérience. Et rien d'autre. Il y en a qui rencontrent des grandes difficultés dans leur vie. Et ils vont faire de leurs problèmes un monument, une œuvre. Et de ce qu'ils vivent de positif, un prospectus. La conscience, la pleine conscience, le libre arbitre, c'est se dire, et si j'inversais la tendance? Et si je choisissais moi, qui que je sois, où que je sois, de porter un regard différent sur ce que je suis en train de vivre? Et si j'en donnais du sens? C'est ce qu'a fait Thérèse. Hein. C'est ce qu'a fait Thérèse. C'est ce qu'a fait Elena aussi. Elena, vous connaissez Elena? Elena, c'est ma petite copine quand je suis en fac de psycho. Elena. T'es belle. Bon, elle avait un accent roumain un peu... Mais t'es belle. T'es en architecture. Super sympathique. Son frère, c'était mon correspondant à moi. J'avais préféré sa sœur que lui. Puis un soir, on fait une soirée étudiante. Et cette semaine-là, on avait vécu un truc incroyable. On avait fait venir à la fac de psychologie un type qui avait fait des démonstrations d'hypnose clinique, qui avait emmené les personnes en régression. Et il va se passer que ce soir-là, il y a une des élèves qui est là, qui partage avec nous ce qu'elle a vécu en régression.
Et elle nous dit qu'elle a eu le souvenir résurgent, c'est dur à dire résurgent, le souvenir résurgent que son cousin, plus âgé d'elle de 2 ans, l'avait touchée quand elle avait à peu près 6 ou 7 ans. Nous, on est en soirée pizza-pasta, avec des bières, avec du Coca-Cola, on est en train de déconner, on parle de choses très intelligentes, de très culturelles, de très puissantes, on parle d'art, et de cul aussi. On est étudiant, on découvre la vie. Et puis elle débarque et fait « Ouais, vous vous rendez compte? Ma vie, elle est complètement pourrie. Mon cousin, il m'a touché. En fait, il m'a violé. » Calme-toi, d'abord, c'était une hypnose. Est-ce que c'est vrai, pas vrai? Est-ce que tu es sûr de... Oui, je suis sûr, je retrouvais la sensation, les trucs, machin. Puis Elena lui dit « Allez, c'est pas grave. » Oui, c'est grave. Non, c'est pas grave, c'est pas grave. Parfois, les enfants, ils sont jeunes, ils vivent, ils découvrent la sexualité ensemble, c'est pas grave. Si, c'est grave, parce que je sais l'impact que ça peut avoir sur ta sexualité quand tu as été touchée, quand tu étais petite. Mais c'est pas grave. Il faut pas... C'est pas grave. C'est pas grave. Mais pour qui tu te prends, espèce de pute? T'avais plus envie de bouffer les pizzas, là. Pour qui tu te prends? Pour qui tu te prends pour dire que c'est pas grave? Qu'est-ce que tu connais, toi? C'est pas grave avec ton accent, c'est pas grave. Je me suis fait toucher par mon cousin et tu me dis c'est pas grave? Ambiance de merde, hein, la pizza. Tu sais, sous l'avènement des Ceausescu, juste avant le départ des Ceausescu, des hommes sont venus dans mon village. Ils ont retiré tous les hommes. Ils ont embarqué tous les hommes et restaient les femmes de 7 à 77 ans. J'étais avec ma mère, j'ai 14 ans, je suis dans la maison. 4 hommes vont entrer, 2 vont me prendre par les cheveux, me mettre par terre, 2 vont emmener ma mère à l'étage. Et ces hommes vont me violer pendant 48 heures. Et toutes les 12 heures, ils tournaient. Ceux d'en haut descendaient en bas, ceux derrière de la maison venaient ici. Au départ, j'entendais ma mère. Après, j'entendais plus ma mère. Et à un moment donné, il y a une sirène dans le village. Cette sirène appelait tous ces hommes à partir. À ce moment-là, les 2 qui étaient sur moi m'ont battu de coups sur le visage et tout le corps. Il y en a un qui s'est levé, qui a fait pipi sur moi, et l'autre m'a fait caca dessus. Et moi, j'étais pleine d'urine. Je ferme les yeux, ils partent. J'ai toutes ces odeurs d'urine et de merde sur moi. Et je sais que ma mère, elle est morte. Et je vais prier Dieu comme jamais j'ai prié Dieu. J'ai fermé les poings et j'ai prié Dieu. Tue-moi, emporte mon âme. Et j'ai attendu. Peut-être 2, 3 heures, peut-être plus. Mais je ne suis pas reparti. Et l'odeur pestilente m'a fait revenir. Je me suis levé, j'ai pris une douche. Et c'est dans la douche seulement que j'ai pris conscience que peut-être ma mère n'était pas morte. Et je suis allé rendre compte que ma mère était violée, dans le même état que moi, mais elle n'était pas morte. Et j'ai à ce moment-là pris 2 décisions. La première, coûte que coûte, quitter ce pays. La deuxième, être heureuse. Parce que ce que ces hommes voulaient, ce n'était pas prendre ma virginité, car j'étais vierge. Non, non, ils voulaient prendre mon corps, mais ils voulaient prendre mon âme. Et ils voulaient prendre toute volonté au bonheur. Et moi, je voulais être heureuse. Je voulais avoir un mari, je voulais avoir une famille. Alors j'ai pris la décision. Et tu sais quoi? Je suis heureuse. Ton cousin peut-être n'était pas conscient de ce qu'il faisait, alors c'est pas grave. Pardonne-lui. Trouve cette force. Parce que cet instinct-là de ta vie peut être à la base de ta plus belle transformation. Je vous rappelle qu'il est architecte. S'il avait été psychologue, celle-là, elle aurait tout raflé. C'est
C'était énorme. Et à chaque fois, je dis toujours que le soir, quand je l'ai raccompagnée chez elle, oui, je l'ai raccompagnée chez elle. Avec une 205 Peugeot. GRD blanche avec les autocollants de Starsky et Hutch sur le côté. Avec ça, j'ai le sentiment que je pouvais pécho tout le monde. Pécho, du verbe péchoter pour les Québécois, qui veut dire... Tu sais très bien ce que ça veut dire. Et moi, je lui dis... Est-ce que tu veux qu'on en parle? Des quoi? De ce que tu as raconté ce soir. Est-ce que tu veux qu'on en parle? David, je t'aime profondément, mais j'ai vu une personne qui était en détresse. Je me suis permis de raconter cette histoire, mais je ne te l'ai jamais dit, je ne te l'ai jamais raconté parce que c'est passé. Et c'est passé. J'ai compris à ce moment-là que ce qui est. Il y a des choses que tu ne peux pas changer. J'ai compris aussi que entre ce qui est derrière et ce qui est devant, il y a ce qui est entre nous. Et à l'intérieur de nous, là, ce qui est à l'intérieur de nous, c'est beaucoup plus puissant. Et il y en a qui vont prendre leurs problèmes et en faire des monuments, et d'autres qui vont prendre leurs problèmes et en faire des prospectus, comme je vous le dis. C'est quoi? C'est un choix. Alors, vous êtes tous engagés vers une transformation, sinon vous ne serez pas là. Vous êtes tous engagés vers une vision de votre futur dans laquelle vous voulez vivre la version la plus grandiose de qui vous êtes. Et vous avez raison. D'accord? Mais gardez toujours que quand vous rencontrerez des problèmes, parce que vous en rencontrerez des problèmes, je vous invite à avoir plusieurs réflexes. Le premier réflexe, c'est un réflexe qui consiste à se dire, ok, qu'est-ce que je peux faire de grand de cette histoire? Qu'est-ce que je peux faire de grand de cette difficulté ou de ce problème? En quoi celui-ci peut m'amener à devenir la personne la plus fabuleuse de cette planète? J'étais chez François et j'ai eu la chance de voir Martin, c'est pour ça que chaque fois je me déplace, quel bonheur, je vous aime. Voilà. Pour donner une conférence sur le leadership, et pendant cette conférence, j'ai rencontré un monsieur. Vous avez certainement vu la vidéo cette semaine, si vous suivez ma chaîne YouTube, c'était Robert Savoie. Robert Savoie, un fou! Cet homme, je ne sais pas combien de kilos il doit peser, mais il est énorme. Et encore, quand je le rencontre, il a perdu 40 kilos. Vous avez déjà vu le film La Ligne Verte? J'avais le sentiment d'être à côté du grand blague de La Ligne Verte. D'un mec énorme, grand, imposant, mais d'une gentillesse, d'un amour, qui vient me remercier, qui fait « J'aime vraiment votre chaîne YouTube. Vous m'avez beaucoup aidé, je vous remercie profondément. » Et moi, sa gentillesse me touche. Et qu'est-ce que je dis? C'est quoi ton histoire, toi? En 95, mon père était en train de garer son track, tout neuf, qu'il venait d'acheter pour livrer des journaux. Il est dans une petite rue, il y a des gens là qui sont en train d'essayer de voler une batterie, et qui vont lui demander de l'emmener. Il est à Ottawa, ils vont essayer de lui demander de l'emmener quelque part. Il va refuser, quelqu'un va venir derrière, lui choper les bras, et ils vont le frapper, et il va mourir sur le coup. Ils ont tué mon père. Bon, quand il te dit ça, c'est pareil, j'allais prendre l'apéro avec François. T'as pas envie de dire, ouais, c'est super, salut Robert, c'est sympa. Sympa. Sympa, je prends un apéro. Et là, le mec, il te saisit par les tripes, et tu dis, et alors? Et alors, j'ai pardonné David. Ils ont tué ton père? Et tu pardonnes? Oui. Et vous voyez là, à ce moment-là, quand il me dit ça, j'ai dit, écoute, voilà, je te propose, demain matin, j'ai mon avion, mais avant ça, si tu es encore là, je t'en supplie, reste là, viens, je te fais une interview. J'ai envie de te poser des questions. Ne me raconte pas l'histoire, je vais la découvrir en même temps que toi. Parce que lui, il va me dire, pendant cette interview, que pendant 5 ans, il a réfléchi comment tuer ces hommes.
et qu'à chaque fois qu'on donnait une réduction de peine, il était content. Pendant 5 ans, il va se noyer dans l'alcool. Pendant 5 ans, il va être interdit des bars à Ottawa parce que le SWAT l'en a sorti à chaque fois. En plus, imaginez, c'est une montagne, le mec. Il est énorme, aussi grand que large. Mais il a développé une vraie violence. Son père était violent avec lui. Son frère va mourir d'une crise cardiaque à cause de la haine qu'il avait. Et lui, un jour, complètement bourré, va se réveiller un matin dans sa salle de bain et va se frapper. Et quand il se frappe, il se rappelle que son père faisait ça lui aussi. Et il se rend compte à quel point la machine de la violence dans laquelle il était en train de la perpétuer. Et peu de temps après, il va apprendre que un des personnes qui avait tué son père est malade. Il va appeler la prison d'Ottawa et dire « Bonjour, je voudrais parler à l'un des prisonniers chez vous qui a tué mon père. Je voudrais lui pardonner. » Les mecs l'ont pris pour un fou. Je ne sais pas si j'aurais pardonné. Dans sa situation, je ne sais pas si j'aurais la force, le courage, l'intelligence. Mais moi, j'ai voulu offrir à ce monde cette interview pour vous montrer que, quelle que soit la difficulté, qu'elle s'appelle Thérèse, qu'elle s'appelle Elena, qu'il s'appelle Robert, dans les situations les plus complexes, on peut avoir un mindset qui, à un moment donné, va me faire passer à un niveau supérieur, me faire porter un regard complètement différent sur ce que je vis et me permettre de grandir. Parce que cette Thérèse, aujourd'hui, vous savez ce qu'elle est? Elle est psychologue. Elle accompagne psychologiquement toutes les femmes qui ont été violées au Congo. Et elle est en train de monter tout un réseau complet de femmes qui accompagnent les femmes violées. Son témoignage à l'ONU a permis une prise de conscience du crime de guerre qu'était le viol. Et enfin, on commence à s'intéresser à l'interdiction pour crime de guerre du viol dans les pays africains. Elle a changé le monde. Elle a changé le monde en changeant son mindset. Elena, elle a changé le monde, sa vie. Aujourd'hui, c'est une femme heureuse, mariée. Elle a 5 enfants d'un premier mari avec lesquels ils sont juste super amoureux, extraordinaires. Et elle a réussi dans le monde de l'architecture. Et aujourd'hui, elle lead des associations pour femmes aussi en Belgique. C'est juste extraordinaire. Et lui, là, Robert, il a donné, écoutez-moi bien, plus de 3000 conférences et ateliers pour expliquer le processus du pardon et amener les personnes à se libérer de cette chaîne qui tue le monde. Si eux l'ont fait, on peut tous le faire. Et c'est la raison pour laquelle, et j'en terminerai là, si vous voulez grandir, réussir, à vous de choisir la taille que vous donnerez à vos problèmes, à vous d'avoir la bonne stratégie, à vous de considérer que ce que vous vivez, vous pouvez le vivre ou comme quelque chose qui vous tue ou quelque chose qui vous fait grandir. Et surtout, allez toujours chercher des personnes inspirantes. Choisissez des personnes qui vous inspirent, suivez-les. Suivez-les et enrichissez-les. Partagez-les. Grandissez avec. Et je peux vous garantir une chose. Vous réussirez. Merci beaucoup. Merci. 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 David Lefrançois! David Lefrançois! David Lefrançois, mesdames et messieurs! Oh! David Lefrançois, mesdames et messieurs! Oh! Merci. Bravo, mon frère. Hein? Bravo, mon frère. Merci. David Lefrançois!